Bonjour à tous. Donc, en fait, la question que vous voyez au tableau, c'est Monsieur Serge Germain qui en a eu l'idée. Il n'est pas avare de bonnes idées, comme vous le savez, et c'est lui qui m'a challengé sur cette idée. Donc, j'ai relevé le défi et je vais essayer de vous donner des réponses sur le sujet. Alors, est-ce que effectivement, on tend vers le zéro emballage? Je vais vous montrer une première statistique qui est fournie par des chiffres de l'ADEME, c'est-à-dire des chiffres tout à fait officiels. Vous voyez que depuis 1997, c'est-à-dire grosso modo entre 15 et 20 ans, on voit que la consommation qui était partie à 100 est montée régulièrement, et que le petit 96 en vert, c'est les consommations d'emballage diminuent. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment, en 20 ans, un découplage entre la consommation en France, au sens large, et la consommation d'emballage. On consomme moins pour en faire plus. Et quand vous voyez les déchets, vous voyez la même courbe sous forme de déchets. Vous voyez 84 kg par habitant par an, 80, 77, 77, 76. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a vraiment eu une diminution, mais qu'on n'est pas du tout au zéro emballage. Et je vais vous démontrer pourquoi derrière. C'est que le zéro emballage, c'est juste une utopie. Hein, l'emballage, on en a besoin, l'emballage est utile. Et si quelqu'un ne le sait pas, je me ferai un plaisir de lui démontrer dans le détail. Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise peu d'emballage, ou tout du moins qu'avant? C'est que, je rappelle à ceux qui ne le savent pas, il y a une réglementation européenne, et une fois n'est pas coutume, il est de bon ton toujours en France de fustiger les réglementations, et notamment l'Europe. Hein, l'Europe organise le diamètre des camemberts, l'Europe organise je ne sais quelle autre dimension. Je dois reconnaître, et j'espère que ceux qui connaissent bien l'emballage doivent le reconnaître aussi, c'est que cette réglementation européenne sur les emballages et déchets d'emballage, elle était largement anticipatrice, et en tout cas, elle était bien faite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un cadre réglementaire qui dit très simplement, il dit quand vous avez besoin d'emballer quelque chose, il faut le faire avec le moins de poids possible, le moins de volume possible, et avec le moins de substances nocives pour l'environnement possible. Tout est dit, hein, il n'y a pas besoin de lire les 54 pages de la loi, c'est ça que ça veut dire. Et derrière, il y a des critères d'évaluation, et on peut facilement, quand on est dans une entreprise, utiliser cette loi pour minimiser les emballages, évidemment quand on le désire. On peut aussi, de temps en temps, faire trop d'emballage, ça c'est un choix de l'entreprise. Mais en tout cas, la réglementation est bien faite, et elle a été transposée dans le droit français en 1994, n'est-ce pas Bruno? Et ça fait plus de 20 ans que, normalement, les emballages doivent se conformer à cette réglementation européenne. Et c'est ce qui a amené, notamment, cette diminution que vous avez vue tout à l'heure. Bon, il y a un autre facteur qui fait que les emballages ont diminué, c'est aussi qu'il y a une forte pression du citoyen consommateur qui, lui, est obligé de trier maintenant les emballages vides. Il faut que vous sachiez que le tri des emballages vides, ça a été répertorié à la fois par Éco-Emballage et par l'ADEME comme le deuxième geste citoyen en France après le vote. Et là, quand on regarde l'ensemble des gestes citoyens, le tri des emballages vides, c'est le deuxième en France. Aujourd'hui, il y a, je ne sais plus, 45 millions de trieurs réguliers. Et puis, tous les jours qui passent, il y a de plus en plus de trieurs. Donc, le tri des emballages vides, ça met aussi une pression, parce que l'emballage vide, c'est quelque chose que le citoyen doit prendre en charge. Ça l'agace, même s'il était content d'acheter le produit correspondant. Trier des emballages vides, c'est pas joyeux. Donc, c'est une pression supplémentaire pour diminuer. On a aussi des ONG, des ONG militantes. Hein. Vous les connaissez peut-être pas, mais je peux vous assurer qu'il y a des gens qui prônent le zéro emballage et qui, très sérieusement, disent que si on fait un effort, on arrivera vers le zéro d'emballage, il n'y a aucun problème. Bon, c'est nier la réalité, c'est nier la société dans laquelle on vit, mais c'est comme ça, ces ONG sont très fortes et parfois très écoutées de nos pouvoirs publics. Donc tout ça fait que, au total, moi j'ai noté depuis quelques années au CNE, il y a un manque de pédagogie, c'est-à-dire que l'emballage a été très décrié, mais c'est aussi parce qu'il ne s'est pas affirmé en tant que métier et qu'il n'a pas expliqué suffisamment, hein, puisque quand on explique aux gens, il n'y a pas de raison de ne pas comprendre que l'emballage est utile et complètement nécessaire. Donc ce manque de pédagogie, j'ai essayé très modestement
de participer. J'amène une pierre qui est évidemment probablement perfectible, mais il se trouve que je le mets au tableau, je ne fais pas de la pub, hein, mais comme il est sorti fin août et qu'on est le 9 septembre, j'en profite pour en parler. C'est un livre où j'essaye de répondre simplement avec des mots. Il n'y a pas de graphique, il n'y a pas de logigramme, il y a simplement des questions sur la consigne, sur l'éco-conception, sur tous les sujets qui peuvent vous venir à l'esprit, et j'essaye d'y répondre. Le plus important, c'est cette phrase que vous voyez, c'est qu'en fait, j'essaye de démontrer que l'emballage, il est nécessaire. Pourquoi ? Vous imaginez bien que si vous produisez quelque chose ici, je produis une salade et je la consomme, on peut imaginer qu'il n'y a pas d'emballage. Mais aujourd'hui, dans notre monde moderne, la production est systématiquement déconnectée de la consommation. À la fois dans le temps, c'est-à-dire que quand on coupe les blés, on le coupe une fois par an. Par contre, on mange du pain tous les jours. Quand on ramasse des framboises, on les ramasse une fois par an, mais c'est pareil, on les consomme quand on en a envie. Donc il y a une déconnexion dans le temps et il y a une déconnexion dans l'espace. Les gens qui produisent les biens, je l'explique dans mon livre, il y a moins de 5% aujourd'hui des gens qui en France produisent les denrées alimentaires. Mais il y a 100% qui consomment. Tout le monde mange, tout le monde boit. Donc entre les deux, il y a besoin d'emballage, parce qu'il y a besoin de passer un bien physique, quel qu'il soit, d'un endroit à un autre, et de le conserver d'un temps à un autre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors après, l'emballage lui-même, est-ce qu'il est jetable, est-ce qu'il est consigné, est-ce qu'il est réutilisé ? Derrière, il y a d'autres lois qui régissent les emballages, et c'est pas le sujet, si j'ose dire. Le sujet, c'est est-ce qu'il y a besoin d'emballage ? Est-ce que c'est utile ? Oui. Quel que soit l'emballage, il y a besoin d'un emballage, parce que notre vie est ainsi faite. Et quand on regarde les tendances lourdes au niveau mondial, on s'aperçoit que les gens vivent de plus en plus dans les mégalopoles. Il y a des projections pour 2050 qui démontrent qu'il y aura plus de la moitié des gens qui vivront dans des villes. Quand on dit des villes, c'est des villes de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Et il y en a déjà pas mal aujourd'hui. Dans ces villes, on ne produit pas de biens consommables pour l'alimentation. Donc de toute façon, on est dans une évolution où cette déconnexion, qui aujourd'hui est déjà très haute, elle sera encore plus haute. Donc on a besoin d'emballage pour transporter des biens. Et encore une fois, je donne des exemples, mais si vous prenez par exemple un exemple que j'ai pris, des boulons, des vis et des boulons, imaginez combien il y a d'usines qui produisent des vis et des boulons en France. Je vous donne la réponse, 0. Mais imaginons qu'il y en ait quelques-unes alors qu'il y a des millions de gens qui utilisent des vis et des boulons. Donc entre les deux, il faut des endroits de stockage, et entre tous ces éléments, il y a une chaîne, il faut des emballages. Parce que les choses, elles se véhiculent pas d'une place à une autre par télétransportation. D'ailleurs, je fais au passage un petit insert. On me pose souvent la question, le digital va tout révolutionner. Ah oui, ça va révolutionner. Ça va révolutionner ce qu'on écrit sur l'emballage. Ça va révolutionner peut-être les messages qui vont être véhiculés, le fait qu'on pourra connecter un emballage pour en connaître plus du consommateur. Mais les biens physiques lui-même, il continuera à bouger. L'ubérisation, la transformation du digital qui a lieu dans les services ou dans les connexions, la communication entre les individus, elle ne s'appliquera pas à l'emballage, tout du moins pour les parties de son boulot physique. La conservation, la logistique, l'information, tout ça restera parce qu'il y aura besoin d'emballage pour faire ce job. OK ? Donc l'emballage est utile. Je rappelle ici les fonctionnalités que j'ai listées. Il y en a certaines qui ne vous surprendront pas. La conservation, tout l'aspect logistique, l'information, l'utilisation par le consommateur. L'expression de la marque, c'est toute la partie communication vers le consommateur. J'ai rajouté une 6e fonctionnalité que j'ai pu expérimenter dans mon ancien travail, c'est que si un emballage n'est pas performant au niveau économique, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut aussi que cette fonction emballage, elle soit performante, parce que sinon, il n'y a pas d'emballage, tout simplement. Alors, un petit mot sur l'emballage dans le monde, parce que j'ai des étudiants ou des profs ici qui se disent « mais oui, d'accord, c'est bien beau, mais l'emballage, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on en fera ?» Il faut savoir aujourd'hui que l'emballage dans le monde, c'est pas loin de 1000 milliards de dollars, 1,3% du PNB des produits des pays développés. C'est pas rien.
hein, c'est environ 5 millions d'emplois dans le monde. C'est aussi, alors ça c'est plus focalisé sur la France, et je ne devrais pas en parler tout de suite, j'ai interverti mes slides. Ce que vous verrez dans le slide que j'ai interverti, c'est que si c'était un pays, si l'emballage était un pays, ça serait le 15e pays dans l'ordre décroissant du PNB. Donc l'emballage, c'est quelque chose. Et je vais vous démontrer tout à l'heure que ça va ne faire que croître et embellir. J'ai mis un petit insert ici sur l'innovation dans l'emballage pour vous dire qu'on a beaucoup de chance, c'est que dans les pays qui sont leaders dans le monde sur l'innovation emballage, eh bien, il y a la France. C'est-à-dire qu'il y a 4 pays. Comment j'ai pu mesurer cette chose-là? C'est tout simplement avec les brevets. Quand on regarde les bases de données brevets, d'où viennent les brevets? Ils viennent des US, ce n'est pas une surprise pour personne, parce que les US, c'est le plus gros marché alimentaire et boisson du monde. Ils viennent d'Allemagne, parce que nos amis allemands sont très, très, très innovants, et notamment dans toute la partie mécanique, machine. Ils viennent du Japon, parce que les Japonais ont aussi cette qualité d'aller au fond des choses et d'imaginer des solutions, et notamment très fort dans l'utilisation des produits. Et ils viennent de la France. Voilà. Donc on est dans le top 4 des innovants dans le monde dans l'emballage. Et on est même encore numéro 1 dans l'emballage du luxe. Et bon, il ne faut pas non plus dire qu'on est les plus géniaux, parce qu'en même temps, on est aussi numéro 1 dans les sociétés qui font du luxe. C'est-à-dire que LVMH, Chanel, L'Oréal, j'en passe. Donc, comme on a les plus grosses sociétés qui opèrent dans le luxe, c'est un peu normal que l'emballage de luxe soit aussi leader en France. Voilà, ça c'est la petite... l'emballage dans le monde, c'était juste pour le fun. Alors l'emballage, je ne rentrerai pas dans les détails, parce que l'emballage, aujourd'hui, il se mesure par matériaux. Bon, moi, dans mon livre, j'aborde très très peu le domaine des matériaux. Ce qui m'intéresse, c'est l'emballage en tant que fonction. Mais ce qui est intéressant à voir aujourd'hui, c'est la part respective des emballages aujourd'hui, hein, puisqu'on parle à peu près de 12 millions de tonnes dans l'emballage. Si vous rapportez ça au nombre de tonnes de déchets, et je l'ai fait pour bien mesurer combien ça représente, là, on a 12 millions de tonnes, et la part française des déchets que l'on jette, c'est... J'essaye de vous réveiller un peu là. La part des déchets, 357 millions de tonnes de déchets en France. Et dans ces déchets, on ne compte pas l'agriculture et la sylviculture qui, entre guillemets, bouffent leurs propres déchets. Hein, puisque les déchets de l'agriculture, en général, ils sont épandus dans les champs. Et puis la sylviculture, c'est pareil, ça retourne directement dans les forêts. Donc 357 millions de tonnes, dont 260 pour le seul bâtiment et travaux publics. Bah oui, le béton, ça pèse lourd, les ferrailles, quand on déconstruit des immeubles, des ponts, des routes, etc., tout ça, ça fait des déchets. Donc, pour l'industrie, si j'ai bonne mémoire, l'industrie qui produit des biens, c'est 11 millions de tonnes. C'est pareil, moi je viens d'un pays en Normandie où j'ai vu subitement, entre l'instant où j'étais enfant et maintenant, il y a une colline, il y a une nouvelle colline. Alors, c'est pas un terril, c'est simplement du sulfate de je sais pas quoi, qui est un sous-produit, et puis qui est là, qui est stocké pour l'éternité. Donc, quand on parle au citoyen, le citoyen, il pense que les déchets, c'est quoi? C'est déchets. Il n'imagine pas tous les déchets qui sont aujourd'hui générés en France. Donc, il ne pense qu'à une chose, c'est, oui, mes déchets, et puis notamment les déchets d'emballage, parce que ça fait du volume. Okay. Donc, il y a une déconnexion, là aussi, entre l'apparence, c'est-à-dire le fait qu'on fait des déchets d'emballage, et puis la réalité de la place des déchets dans nos déchets. D'autant plus que, j'ajoute, que les déchets d'emballage sont inertes, par définition, puisqu'on essaye d'être le plus neutre possible par rapport à ce qu'on emballe, et que, par ailleurs, sur les déchets qui ne sont pas l'emballage, il y a beaucoup de déchets qui ne sont pas inertes, ne serait-ce que les déchets aménagés de tous les jours, hein, ce que vous jetez, les déchets hospitaliers, les déchets dangereux, 11 millions de tonnes, presque autant ici. Donc tout ça fait que les déchets des emballages, c'est juste une petite goutte d'eau dans l'océan des déchets français, pareil dans le monde, mais c'est des déchets qui sont très 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 visibles par le consommateur. Quand vous interrogez des consommateurs, vous lui dites, mais combien vous faites de déchets d'emballage? La moitié. J'ai 2 poubelles. La moitié des déchets, c'est des emballages. Donc il y a une espèce de grand écart entre 50% aux yeux du consommateur et 1,3% avec les chiffres.
Alors, ce que je voudrais démontrer maintenant, c'est que l'emballage, c'est un vrai métier d'avenir. Et ça, c'est pour les étudiants, pour les profs, pour l'école. Au moment où on voit tout un pan de métiers qui disparaissent, j'entendais encore avant-hier en roulant, l'usine historique d'Alstom va fermer. Bah oui, parce qu'il y a de moins de trains, tout le monde est équipé, et puis on n'est peut-être pas très compétitif en France. Enfin bref, il y a des pans entiers de l'économie qui disparaissent faute de besoins. L'emballage, il n'est pas prêt de disparaître. Pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est que il ne vous aura pas échappé que sur les 7 milliards d'habitants de la planète, il y en a à peu près 2,5 qui sont dits développés. C'est-à-dire que vous avez des grands pays comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Indonésie, comme le Pakistan, comme l'Égypte, etc., des pays où il y a plus de 100 millions d'habitants qui n'ont pas beaucoup d'emballage. Ces pays-là, ils n'ont qu'une envie, c'est de se développer. Et quand on dit développement, c'est de consommer plus, et donc de consommer plus d'emballage. Ils feront un jour ce qu'on a fait en Europe et aux États-Unis. Donc aujourd'hui, les marchés de l'emballage vont monter en valeur absolue, parce que le développement des pays va le commander. La deuxième chose qui est importante à voir aussi, c'est que les besoins varient. Si je prends le seul exemple de la France, vous voyez que le nomadisme, dont on parlait très peu il y a encore 10-15 ans, aujourd'hui, les gens voyagent, les gens ils vont consommer une petite bouteille d'eau et non pas une grande. On adapte les emballages aux nouvelles conditions. On fait du e-commerce maintenant. J'ai reçu encore hier un livre, pas le mien, mais j'en ai reçu un chez moi pour mon petit-fils. Et l'emballage d'Amazon, il arrive, il n'existait pas il y a 5 ans. Donc les nouveaux modes de consommation imposent des nouveaux emballages. Et comme la consommation évolue assez vite, l'emballage évolue assez vite. Ça veut dire que la conception d'emballage, elle va se diversifier sur des choses que je suis incapable de vous décrire. Dans 5 ans, il y aura des besoins que je ne connais pas aujourd'hui. Mais il y en aura, c'est sûr. Parce que les gens ont besoin, ont envie, c'est une nécessité de consommer des biens physiques. Et donc, l'évolution des besoins, elle est grande et elle va amener des besoins de conception. Autre élément favorable, c'est l'évolution des matériaux. Quand vous regardez les matériaux, il y en a qui sont relativement âgés. J'entendais ce matin quelqu'un qui disait « Oui, mais enfin, le papier carton, il a 7000 ans, il était connu des Chinois. » Bon, il ne faut pas exagérer non plus. L'industrialisation du papier carton pour l'emballage est là 150 ans maximum. Elle a évolué en fonction des besoins, bien évidemment. Ce que je veux dire par l'évolution des matériaux, c'est que la technologie évolue. Ce qu'on pouvait faire en une certaine épaisseur à un moment, on le fait avec moins d'épaisseur. Ce qu'on pouvait faire, par exemple, moi quand j'étais gamin, il n'y avait pas de plastique. Bon, ça va peut-être choquer certains jeunes parmi la... Moi j'ai connu un monde sans plastique. Moi je suis vieux aussi, mais j'ai connu un monde sans plastique. Parmi vous, il y en a peut-être quelques-uns qui ont connu aussi un monde sans téléphone portable. Les premières bouteilles plastiques sont arrivées en 1970. 1970. C'est pas vieux. Donc on peut imaginer que le plastique, qui est un matériau très jeune, le PET, c'est il y a 25 ans. Le PET, 1989. Là, je l'ai vu arriver, celui-ci. Comme les autres, d'ailleurs. Mais le plastique est un matériau jeune. Il est clair que demain, après le PE, après le PET, il y aura autre chose. Mais on ne le connaît pas encore. Donc les matériaux vont évoluer et vont imposer des nouvelles formes d'emballage qui seront adaptées. Le packaging flexible, par exemple, il n'est pas si vieux que ça. Parce qu'au début, les gens ne s'imaginaient pas que... Et maintenant, ça explose. Et puis les technologies de transformation sont aussi là pour nous rappeler que ce monde évolue très vite. Par exemple, je parlais tout à l'heure du digital, il est clair que tout ce qui est impression sur les emballages va formidablement évoluer du fait des technologies modernes d'impression. Peut-être que dans, je ne sais pas moi, quelques années, vous aurez vos produits à votre image, mais au même prix, bien sûr. Tout ça va se démocratiser et on peut imaginer que tout change. Donc, ces 4 points, pour moi, sont fondamentaux pour montrer que le métier de l'emballage, non seulement il n'est pas mort, mais il va monter en volume, il va monter en qualité, c'est-à-dire en diversité.
Donc des ingénieurs d'emballage, de création, de conception d'emballage, il y en aura besoin, et il y en aura beaucoup besoin. Et comme par ailleurs, la France est assez bien reconnue pour ses métiers d'ingénieur, hein, pour ses écoles. En gros, il y a deux choses qui sont reconnues en France, hein, la qualité des écoles d'ingénieurs et la qualité des centres de formation de football. Bon, le reste, on n'en parle pas. Mais la formation ingénieure française, la formation de l'ESEPAC, c'est une formation reconnue. Et donc, j'engage les étudiants, si jamais ils baragouinent un tout petit peu mal l'anglais, au moins à parler anglais couramment quand ils sortent de l'ESEPAC. Parce que vous aurez des jobs à l'international. C'est évident, ils ont besoin de jobs. Hein, on ne peut pas imaginer que des gens pourtant bien malins et forts et intellectuellement, comme les hindous ou les Chinois, mais c'est qu'ils n'ont pas eu de formation. Ça demandera du temps à ce qu'ils aient des gens capables de les former. Donc il y a encore besoin à l'international de beaucoup d'emballagistes. J'en ai fait l'expérience parce que j'ai passé des années à essayer de recruter des locaux pour les opérations en dehors de France. Ça a été très dur, voire impossible. Voire impossible. On vient encore, je ne devrais pas dire ça, mais le nouveau patron du PAC pour L'Oréal aux États-Unis, bah, c'est à nouveau un Français parce qu'on n'a pas trouvé de gens de qualité qui connaissent assez bien pour localement. C'est comme ça. Donc il y a du potentiel. Hein. Si l'emballage est un métier d'avenir, oui. Oui. Alors, je suis peut-être en train de dépasser, Henri, non, ça va je voulais parler à l'école et aux étudiants des métiers de l'emballage. Les métiers de l'emballage, ils sont très divers. Hein, ça va du design à celui qui est dans une usine en train de régler des machines pour faire l'emballage. Donc je ne vais pas tous les décrire. J'ai mis au tableau quelques mots qui vont vous parler. Il est clair qu'il y a un métier fondamental au début, c'est le design. Il faut être capable d'exprimer des choses au travers d'une esthétique, d'une forme, d'une couleur. Et ça, c'est tout le boulot formidable que font les designers. Aujourd'hui, c'est des écoles un peu spécialisées en France. Ce n'est pas vrai partout. Hein. En Angleterre ou dans d'autres pays anglo-saxons, c'est souvent mixé avec les ingénieurs techniques, entre guillemets. Bon, en France, la France a choisi de découpler ça. Il y a des écoles de design, il y a des designers. C'est des gens qui sont essentiels pour arriver à faire le lien entre le consommateur, le produit et la marque. Hein, donc ça, j'essaye de l'expliquer également. Un autre métier qui est assez peu connu, mais qui est aussi essentiel, c'est que le designer, bon, bah, il fait une œuvre d'art. C'est pas tout à fait vrai, mais il fait ce qu'il a à faire. Mais derrière, il faut reproduire ça. Il faut le reproduire à des milliers, à des millions, voire à des milliards d'exemplaires. Il faut le reproduire internationalement. Quand vous prenez un produit comme Danone, si vous êtes aux États-Unis, vous avez envie de reconnaître votre yaourt que vous mangiez en France, avec le même logo, les mêmes choses. Et tout ça passe par une qualité, une constante, une permanence du décor. Et on a besoin d'ingénieurs qui soient capables de dupliquer, de garantir la qualité et aussi d'optimiser. Hein, il y a des gens aujourd'hui qui se sont penchés, des gens très intelligents et très forts qui se sont penchés sur la quantité d'encre que l'on met dans un décor, parce qu'on peut obtenir le même résultat avec beaucoup moins d'encre et donc beaucoup moins d'impact sur l'environnement. Donc ça, c'est un métier aussi. Bon, la conception technique, la CAO, j'en parle pas, je dirais, c'est ce que veulent faire tous les étudiants, tous ceux qui font de l'emballage. Ce que je voudrais dire sur ce sujet, c'est que quand on a un besoin, il faut que les étudiants sachent ça, c'est quand on a un besoin qui est exprimé par un client, il ne faut pas croire qu'il y a une seule solution. Hein, quand on vous fait résoudre une équation, hein, je vous rappelle vos cours de première ou de terminale, quand vous avez une équation à résoudre, une équation à 3 inconnus avec 6 équations, vous vous dites, mais non, c'est impossible, il y a trop de contraintes, je ne peux pas. Hein, il y a trop de contraintes, je ne peux pas résoudre mon équation. Et bien l'emballage, c'est pareil. L'emballage, il y a des contraintes réglementaires, il y a des contraintes du marketing, il y a des contraintes des gens qui font l'emballage, il y a des contraintes de ceux qui font le matériau, il y a ceux qui remplissent, il y a ceux qui vont faire la logistique, il y a le consommateur en bout de chaîne qui n'a pas envie de trouver des poussières dans son truc. Enfin, je veux dire, quand vous regardez les contraintes, vous vous dites, mais comment ils font? Eh bien, c'est un exercice un peu compliqué, c'est toujours une espèce
négociation entre le marketing qui veut une Rolls et le directeur financier qui veut le prix d'une C1, entre le directeur qui se dit « Non mais moi, mon produit, il faut qu'il ressemble au même japonais », et puis l'usine qui dit « Ah bah oui, mais moi, je tourne à 300 coups minute, je suis désolé, il faut que ça passe dans mes lignes ». Donc tout ça, c'est des contraintes qui sont éminemment contradictoires, et c'est ce qui fait un peu le sel du boulot de concepteur, c'est que ça va être à lui de présenter les scénarios à la direction en disant bah voilà, vous voulez un truc un petit peu plus luxueux, bah voilà, je peux le faire comme ça. Vous voulez un truc habituel, bah il y a ça. Si vous voulez faire du super light low cost, bah il y a ça. Et puis après, c'est un boulot de décision d'ensemble. C'est surtout pas le concepteur qui décide ce qu'il fait. C'est peut-être choquant ce que je vous dis, mais le concepteur, il est là pour proposer des solutions. Et après, bah, la direction décide. Alors l'innovation. L'innovation, innover dans l'emballage, on ne devrait même pas en parler parce qu'on ne vend jamais d'emballage. On vend des produits. Donc en fait, l'innovation, c'est d'abord et avant tout l'innovation produit, de laquelle découle immédiatement l'emballage. Mais moi, j'ai eu l'extrême chance et la fierté de diriger une grosse équipe d'innovation dans l'emballage, mais avant tout, les gens qui faisaient de l'emballage, ils pensaient d'abord produit. Parce que c'est un produit qu'on va vendre in fine. Donc il faut bien connaître les clients, il faut bien connaître les circuits, en fait, il faut faire des produits. Et derrière, vous avez l'emballage. Donc il faut intégrer, je dirais, l'innovation dans l'emballage, ça demande un niveau de maturité. Je parle pour ceux qui sont dans les marques. Bon, ceux qui réalisent chez un emballagiste, c'est un peu différent, ils ont une liberté un peu plus grande. Mais ceux qui sont dans les marques, il faut qu'ils aient une intégration des produits qui soit assez forte pour bien comprendre les enjeux et être capable de décliner des emballages nouveaux. Alors, le profil de l'ingénieur packaging. J'en parlais ce matin avec deux d'entre vous, que je ne revois pas là, mais je ne vois pas tout le monde. Le profil d'un emballeur, enfin d'un créateur d'emballage aujourd'hui, c'est certainement pas, je vais d'abord vous dire ce qu'il n'est pas. J'ai eu beaucoup dans ma carrière de propositions, on avait parfois 4-5 propositions par semaine de gens qui voulaient rentrer chez nous, et on les regardait, mais rapidement on a donné des règles à la DRH pour ne pas être submergé par des demandes d'embauche. Les grands sportifs, les grands animateurs de clubs de voile, de clubs économiques, la jeune entreprise de l'école, machin truc, c'est des gens que je respecte parfaitement, mais c'est pas pour l'emballage, ça. C'est pas pour l'emballage. À votre avis, quel est un des critères les plus importants pour recruter un jeune dans l'emballage? Puisque moi, j'en avais un. Donc est-ce que quelqu'un peut me le dire? Sauf ceux, les deux du matin que j'ai vus, s'ils sont là. Hein? La créativité, je vous assure, quand vous organisez bien, beaucoup de gens sont assez créatifs. Il faut gratter. L'écoute, oui, ça c'est aussi, il faut une prédisposition, mais non, il y a quelque chose de fondamental. La curiosité, bien sûr, mais hein, vous avez dit quoi? Oui, tout ça c'est vrai, mais le truc fondamental. Aussi. Mais vous faites quoi quand vous êtes consommateur? Vous faites quoi? De voir le produit vivre, oui, mais vous faites quoi? Physiquement, oui. Comment? Comment vous l'utilisez, le truc? Comment vous faites? Voilà, je vois un produit et je le prends. La main. Tous les ingénieurs packaging que j'ai embauchés, j'en ai embauché, je crois, 62 au dernier recensement, ils avaient tous une qualité, mais je ne leur disais pas avant, parce que sinon ils me l'auraient mis sur le CV. C'était des manuels. Si vous n'êtes pas manuel, eh ben, vous aurez moins d'avenir dans l'emballage que ceux qui sont manuels. Parce que l'emballage, c'est physique. C'est la main. C'est la main. Il faut le sentir, le produit. Alors vous pouvez être très doué pour faire de la CAO, pour faire des trucs, mais si vous voulez vraiment arriver à un niveau, je vous jure que j'ai vu des parcours packaging extraordinaires avec, je me souviens, une passionnée de sculpture, quelqu'un qui est venu me voir, avec une toute petite école que je ne citerai pas, qui était vraiment... et pendant l'entretien, il m'a dit « Ouais, mais alors, vous avez une passion ?» Ah, moi, c'est la sculpture. Dès que je m'évade, je sculpte, je fais des choses, etc.
bah, c'est devenu... cette jeune femme, elle a déposé des brevets dans l'année qui suivait. Parce qu'elle le sentait. Elle sentait avec ses mains. L'emballage, ça a aussi à voir avec les mains. Donc dites-vous qu'un emballagiste de talent, il faut qu'il ait cette sensibilité parce que l'emballage, vous le voyez, bien sûr. Ça, c'est le boulot du designer, hein, de l'esthétique. Mais la main, c'est important. Et j'en ai d'autres. J'en ai embauché un autre. C'était un grand dessinateur. Il y en avait, je les cite dans le bouquin, mais évidemment anonymement. Mais j'en avais un qui travaillait le bois. On va travailler le bois chez lui, faire des petits trucs en bois, etc. C'est le début d'une conception. C'est arriver à mettre dans l'espace des choses que vous avez dans la tête. Ben, le packaging, c'est un peu ça. Hein. C'est arriver, vous avez un brief d'une marque et vous devez faire un objet. Vous devez faire un objet. Et donc, tout ça, ça nécessite des qualités un petit peu spéciales. Bon, j'arrête là, hein, parce que si on me met sur la main, je peux rester des heures. Alors, l'avenir de les EPAC là-dedans, bah, écoutez, pour moi, c'était simple. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu avec grand plaisir. C'est que c'est une formation supérieure reconnue, française de surcroît. Donc, les EPAC a toutes les chances, toutes les qualités pour devenir un fer de lance de l'emballage en Europe, au minimum en Europe. Encore faut-il bien faire les langues, hein, je vous l'ai dit. Donc, les EPAC a toutes les chances. Et puis, il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que vous avez un directeur formidable et le peu d'équipes que j'ai découvert, bah, aussi des gens de talent. Donc, je crois qu'avec une équipe dynamique, une école, elle a son avenir devant elle. Donc voilà pour la partie quel avenir pour un monde où il y a le zéro emballage. Il n'y a pas le zéro emballage, bien sûr, mais 2 mots sur le CNE, puisque j'ai la chance de présider cette organisation depuis quelques années. Donc le CNE, c'est une organisation à but non lucratif, avec tout un tas d'acteurs de la chaîne de valeur de l'emballage, comme on le dit dans notre jargon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens intéressés de près ou de loin par l'emballage sont représentés. Hein, des marchands de matériaux, les emballagistes, les possesseurs de marques, la distribution, et puis des ONG qui sont là et qui nous intéressent, parce que l'ONG, par définition, elle ne va pas dire amen à tout ce qu'on fait, elle va nous challenger. Et puis tout un tas de sociétés qui nous ont rejoints depuis quelques années par leurs compétences en machine ou en événementiel, ou enfin vous les voyez indiqués au tableau. Le CNE a un site qui, comme tout packaging qui se respecte, est bilingue. Je le dis pour ceux qui veulent s'exercer en emballage, ils pourront lire nos documents en anglais. On a un site qui est assez à jour, je crois, puisqu'il a été rénové l'an dernier. Et enfin, alors les publications récentes, bien sûr, vous les trouverez sur le site. En gros, le CNE aborde tous les sujets importants qui peuvent se poser sur le packaging en essayant d'établir des guides, non pas de conception, mais on appelle ça en anglais des guidelines. Je ne saurais pas trop le traduire en français. Ça veut dire qu'on essaye d'expliquer ce qui serait bien de faire. Des recommandations. Très bien, merci. Et donc, ces recommandations, encore une fois, le CNE n'a aucun pouvoir de police. Si quelqu'un veut faire un emballage qui est 3 fois trop gros, s'il veut le faire dans un matériau qui est pourri vis-à-vis de ce qu'il contient, c'est son problème. Il y a une liberté totale dans notre pays. Nous, on essaye d'expliquer ce qui est bien. Et notamment, on a travaillé l'éco-conception dans une optique justement de réflexion, hein, non pas dans le détail. On n'apprend pas aux étudiants l'éco-conception, c'est se poser telle question, telle question, telle question. Non, on dit quels sont les sujets importants. Qu'est-ce qu'il ne faut pas louper? Et puis on a aussi fait un guide assez intéressant sur les allégations environnementales, puisque si vous ne le savez pas, il y a eu une tentative il y a quelques années du ministère de l'Environnement de mettre comment dirais-je, un poids environnemental, je ne sais plus trop comment on appelle ça, Bruno. Oui, de légiférer sur ce qu'on mettait comme valeur environnementale sur l'emballage. Et donc, il y a eu des expériences qui ont été menées. Et évidemment, qui dit expérience, dit qu'aussitôt les sociétés s'en sont emparées pour dire que leurs produits sauvaient la planète. Des allégations. Le pays sauvait la planète, que mon emballage est bon pour l'environnement, enfin tout un tas de bêtises. Donc le CNE a été amené à faire des recommandations pour dire aux sociétés, si vous voulez être correct,
quand vous êtes dans telle situation, vous dites ça. Voilà. Si vous mettez du recyclé dans votre plastique, bah vous mettez contient X% de recyclé. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que vous faites un effort et vous le dites comme ça. Ne dites pas vous sauvez la planète. Ça n'a rien à voir. On ne sauve pas la planète. D'autant plus que le poids de l'emballage, je vous l'ai montré, c'est lilliputien. Il faut savoir que l'emballage dans un produit, en moyenne, on a une mesure qui a été faite par l'ADEME et par une société en Angleterre. En moyenne, un emballage représente 8 à 10%, c'est très précis comme calcul, mais 8 à 10% de l'impact carbone du produit total. Donc ça veut dire qu'il y a 90 à 92%, ce n'est pas l'emballage. Donc l'emballage, ce n'est pas ça qui va sauver la planète. Faut pas, et ce n'est pas ça qui va la pourrir non plus. Si j'avais le temps, je vous parlerais de la pollution marine, mais il faut que j'arrête. Mais la pollution marine, on envoie des plastiques. Mais bon, on voit aussi des plastiques qui viennent de l'emballage parce qu'il y a des pays qui rejettent ça dans la mer. Mais ce n'est pas le fond du problème. Mais bon, il y a des amalgames qui sont faits. En tout cas, ce qu'on a fait ce matin avec Bruno Siri, qui est le délégué général du CNE. Bruno, tu te lèves, que tout le monde te voit. Voilà. C'est lui qui bosse. C'est moi qui parle, mais c'est lui qui bosse. On a le plaisir d'avoir les EPAC comme partenaires cette année pour faire notre concours en Vallée 3.0. Les EPAC a déjà participé au concours, bien sûr, les années antérieures. Mais là, c'est la 7e édition. On l'a un petit peu modifié. On a un nombre sélectionné d'écoles parce qu'on ne veut prendre que les meilleurs. Et évidemment, les EPAC est parmi les meilleurs. Merci.